Bonjour, pour aujourd'hui, on va parler des distorsions des informations médicales et comment ça a créé une perte du sens des réalités de façon générale dans les dernières années et pendant cette période de pandémie. Et donc les sujets généraux qu'on va toucher, c'est tout d'abord des négations et des oublis de tout le système médical, de principes de base qu'ils avaient eu, qu'on leur enseigne dans les premières années de médecine ou de pharmacie ou de biologie. Ensuite, comment l'efficacité du vaccin a été trafiquée en omettant certaines données, certains principes. Après ça, comment les tests PCR ne sont pas reproductibles et donc que c'est plein de faux positifs. Puis on va montrer la relation qu'il y a entre l'excès de mortalité, toute cause, en 2021 et les décès du vaccin. Après ça, on va parler des distorsions spécifiques dans le système VERS, le système le Vaccine Adverse Event Reporting System américain qui reçoit des données, des rapports du monde entier. Et ce sera lié à des manques d'informations, par exemple l'âge. Après ça, à des délais de publication biaisés des rapports, c'est-à-dire que certains rapports sont publiés après quelques jours et d'autres après des années. Puis, on va montrer que le sujet des lots de production de vaccins placebo, c'est en fait un artefact, le résultat de ces délais de publication. Après ça, on va montrer que beaucoup de lots, en fait, beaucoup de rapports dans le VERS sont inscrits sous un numéro de lot qui est faux, où il y a des erreurs typographiques, et que ce nombre est très conséquent. Et puis aussi qu'il y a un manque général de données sur l'endroit, disons l'État, si on parle des États-Unis, l'État d'où vient le patient qui a eu un effet indésirable, et avec particulièrement beaucoup de cas comme ça parmi les décès. Et après ça, il y aura une conclusion générale et une discussion générale sur tout ce sujet. Et donc, on va commencer par les principes généraux dont on va parler. En fait, dans les années 30 en Europe, l'inacceptable s'est fait après un matraquage médiatique qui a basé sur des informations fausses et qui ont créé un environnement qui était totalement falsifié au niveau informatif et qui a fait que la population accepterait des choses inacceptables. Et quelque part, c'est ce qu'on retrouve maintenant dans cette pandémie et je vais vous donner 6 exemples de base. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on apprend dès le début en médecine et en immunologie et en maladies infectieuses? Les contaminations asymptomatiques, donc par des porteurs asymptomatiques, c'est ou bien très rare ou ça n'existe pas. C'est un premier point. Et comme vous le savez, ça a été un point de base dans la pandémie. Deuxième principe, c'est que une vaccination est inefficace contre un agent dont le génome est instable, qui mute rapidement. On le savait toujours, c'est pas quelque chose de neuf, et on l'a oublié aussi cette fois-ci. Un troisième point qu'on avait oublié, que tout le monde savait, on ne vaccine pas contre une maladie dont une personne a déjà attrapé cette maladie. C'est quelqu'un qui a survécu et qui est immunisé contre une maladie, on ne le vaccine pas. Et entre autres aussi parce que l'immunité naturelle est toujours plus forte que la vaccination. Ensuite, il y a une autre raison pour ça, c'est que la vaccination interfère souvent avec l'immunité naturelle
Et ça peut créer des dégâts chez la personne qui a reçu le vaccin alors qu'elle était déjà immunisée. Et ce, parce que ça va créer une surréaction de l'immunité naturelle due au vaccin. De plus, l'immunologie de base enseigne que le corps réagit là où il est sollicité. Et donc, des injections dans l'épaule et donc dans le sang ou la lymphe vont créer des anticorps qui sont dans le sang, mais pas dans le système mucosal. Or, le Covid, qui est aéroporté, pardon, le coronavirus, tous les coronavirus sont aéroportés, et donc ils vont rentrer par les voies respiratoires supérieures, et là, il n'y a pas de sang, il y a du mucus nasal, il y a de la salive. Or, le vaccin ne va pas créer d'anticorps dans le système mucosal, seulement dans le système humoral. Donc, ces injections, a priori, ne pouvaient pas fonctionner, elles ne pouvaient pas bloquer les infections, elles ne pouvaient pas empêcher les contaminations pour d'autres gens. Et ça, ce sont des choses qu'on sait après les 2 premières années dans toutes les professions biomédicales, d'études dans ces professions. Et pourtant, ces principes, et vous en voyez là 6, il y en a probablement d'autres, ils étaient largement connus, et pourtant, ils ont été oubliés pour 99% des gens qui travaillent dans le système médical. En plus, si vous rentrez plus dans les détails, on savait depuis les années 90 que les tentatives de vaccination sur la base de la spike créaient des surréactions et il n'y avait aucun animal testé. À cette époque, on faisait des expériences encore seulement sur les animaux, ne survivait. De la spike ou du coronavirus? On venait essayer de vacciner contre des virus de type coronavirus ou proche, mais qui avaient de la spike, et on utilisait la spike pour préparer le vaccin. Et ça marchait, c'est-à-dire ça marchait, il y avait une réaction immunitaire, mais elle était tellement forte qu'elle créait que les animaux mouraient dès qu'elles rencontraient un coronavirus. Et donc, on va passer à un des premiers points, c'est le calcul de falsification. Donc, je viens de vous parler de cas où les gens, de façon massive, ont oublié ce qu'ils avaient étudié, des choses de base qui étaient connues depuis toujours. Maintenant, on rentre dans les falsifications plus spécifiques. On vous disait 95% d'efficacité. Il y a une certaine manière de calculer l'efficacité d'un vaccin, de tout traitement, et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que dans cette efficacité, on faisait une proportion entre le taux de positivité sans le vaccin par rapport à avec le vaccin. Et ce qu'on faisait, on disait tous les gens qui sont tombés malades, qui ont été positifs pour le Covid, 2 semaines après la 2e dose, en ignorant tout ce qui s'est passé pendant les 5 à 6 premières semaines qui sont entre l'injection de la première dose du vaccin et le moment où 6 semaines après, on est considéré comme immunisé. Et en fait, pendant cette période, il y a une augmentation du taux de positivité qui est due entre le double et le triple de ce qu'il y aurait eu sans vaccination. Et cette augmentation de cas Covid n'est pas intégrée dans le calcul d'efficacité chez les vaccinés, alors que ce sont des cas de Covid qui se produisent avant que la personne est immunisée, mais après l'injection. Et ce surplus est en fait intégré dans le bras de l'expérience qui est considéré comme non vacciné, donc non injecté. Et ça falsifie, c'est ça qui crée l'efficacité, la soi-disant efficacité du vaccin, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de cas qui sont causés par le vaccin, même si la personne n'est encore pas immunisée. C'est comme si je vous disais quelle est la probabilité de survivre au cancer après avoir eu une chimiothérapie. Non, l'efficacité de la chimiothérapie, elle est calculée en considérant aussi les morts pendant la période où la personne
reçoit la chimiothérapie, qui est, après, quand elle a survécu à la chimiothérapie, il y a des chances qu'elle va survivre au cancer. Mais il y a une énorme mortalité pendant cette période-là. Et la décision de suivre ou pas une chimiothérapie se fait en fonction du nombre de morts à partir du début de la chimio, pas après la fin de la chimio. Eh bien, c'est exactement le même principe qui compte pour le vaccin. Donc là, vous avez une réelle falsification. C'est quelque chose comme pour les principes généraux connus depuis longtemps, mais tout à coup, cette falsification est faite. Ensuite, il y a un point que les tests PCR ne sont pas reproductibles. La positivité d'un test PCR n'est pas reproductible. Et en fait, on le sait parce qu'au Luxembourg, tous les tests PCR positifs ont été retestés dans les 24 heures par le laboratoire national de référence, le LNS, donc le laboratoire national de santé, et sur demande spéciale de la personne testée, on pouvait récupérer aussi le résultat de ce deuxième test. Et on a fait ça avec un certain nombre de gens qu'on a contactés un à un et qui ont demandé ces résultats et nous les ont transmis. Et la statistique, c'est que on a eu 70 réponses avant le 26 septembre, le 26 septembre 2022, le jour où on a publié ces résultats. Et en fait, sur 70 réponses, on avait donc 17% des tests initialement positifs étaient confirmés positifs dans les 24 heures. Et à partir du moment où on avait publié ça, les résultats qu'on recevait du LNS avaient changé. On nous disait plus, et on n'a plus jamais eu de réponse. On a eu encore 70 réponses et aucune de ces 70 réponses ne disait test négatif. Par contre, il nous disait séquençage oui ou séquençage non. Et la proportion entre ces deux correspondait entre test positif confirmé ou test négatif avec séquençage non, donc qu'on n'avait pas envoyé en séquençage le virus, le génome entier du virus, quand le test PCR était négatif. Mais ça, c'était pas dit, on le devine d'après les chiffres. Mais ce qui est certain, c'est que dès qu'on a publié ces résultats, qu'on disait plus de 80% des tests PCR positifs ne sont pas reproductibles, à partir de ce moment-là, on nous obfusquait administrativement le résultat et on ne nous donnait pas une réponse directe. Et donc là, vous avez un deuxième cas. D'abord, vous aviez un problème, les gens ont oublié leurs études. Après, ils ont fait des statistiques de façon incorrecte. Là, vous avez une obfuscation administrative. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre le refus de donner ces tests à partir du 26 septembre et votre étude? Quelle est la probabilité qu'il y ait un lien de causalité entre le refus de donner ces tests et... Elle est d'autant plus grande que parmi ces 70 réponses après la publication de l'étude, il y avait 14 demandes qui étaient la seconde demande pour le même test pour lequel pendant la première période, pour les 70 premières réponses, on avait déjà reçu une réponse. Sur les 14, on en avait eu 12 négatives et 2 positives. Et donc, dans la deuxième période, on a reçu 2 fois une réponse « oui, c'est positif » pour les 2 positifs. Et pour les 12 autres, on n'a rien reçu. On nous a dit en attente d'analyse. Et donc, alors que quelques mois plus tôt, on avait eu la réponse négative, test négatif. Donc, il y a bien eu une volonté délibérée de ne pas délivrer l'information. C'est ce que nous en avons compris. Maintenant, on va passer à un sujet plus général. Tout le monde a vu qu'en 2021, il y a un excès de mortalité, une surmortalité générale dans le monde, et surtout dans les pays occidentaux, qui n'est pas comprise et qui est de l'ordre des 10% d'augmentation, ce qui est énorme. Et ce que j'ai fait, j'ai vérifié pour les 50 États des États-Unis, cette surmortalité en 2021 par rapport aux 2 années précédentes, 2019 et 2020.
Et comme tout le monde sait, en 2020, il n'y a pas eu particulièrement de surmortalité alors que c'était la première année du Covid. Et pour les 50 États, il y a 49 États pour lesquels la mortalité a augmenté par rapport aux 2 années précédentes. Et cette surmortalité, elle a augmenté de façon proportionnelle au taux de mortalité d'après le système VERS pour ces États. Qu'est-ce que c'est le système VERS? Le système VERS, c'est Vaccine Adverse Event Reporting System. C'est un organisme qui appartient au CDC, donc au gouvernement américain, et au système de santé américain fédéral, et à qui on peut soumettre des rapports de problèmes qu'on a eu suite à des médicaments et en particulier aux vaccins. Et il collecte ces données surtout pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Donc, dans le monde entier, on peut faire ces rapports. Et là, je me suis focalisé sur les États-Unis et j'ai calculé, en comptant le nombre de décès par État des vaccins Covid, par nombre de vaccinés pour cet État, j'ai eu un taux de décès probablement dû au vaccin pour chaque État, et j'ai vu que c'était proportionnel à l'excès de mortalité dans cet État. Comme le VERS ne va pas couvrir tous les décès dus au vaccin, puisque c'est du self-reporting, de l'auto, les gens vont eux-mêmes raconter, eux ou leurs médecins vont dire j'ai eu un problème, donc vous n'aurez pas tous les cas, mais vous avez environ 19 fois plus de morts totaux dans les causes générales de mortalité que dans le VERS, mais c'est proportionnel. Et donc, ça suggère réellement que la mortalité du vaccin s'est répandue de façon bien plus globale dans la population et que donc le gros, pas tout, mais probablement une grande partie de la surmortalité de 2021 vient du vaccin. Or, plein de gens discutent de la surmortalité en 2021 et probablement aussi en 2022, même si on n'a encore pas les données, mais font comme si que c'était le changement climatique et que ça n'avait rien. Personne ne parle du vaccin, en tout cas très peu de gens. Et bien là, vous avez un exemple, et ça aussi c'est une falsification évidemment. Et donc suite à ça, je me suis intéressé au VERS et qu'est-ce qui se passe avec les données du VERS. Et j'ai été mis en contact avec Albert Benvenidas, qui est quelqu'un qui habite aux États-Unis et qui a créé un site qui s'appelle VersAware, en un seul mot, V-A-E-R-S, A-W-A-R-E, donc être conscient du VERS, et qui reprend toutes les données toutes les semaines du VERS. Chaque vendredi, le VERS publie les nouvelles données et il on va dire, corrige, il les examine. Et donc, par exemple, vous avez environ 30% des rapports donnés au VERS, ce sont des formulaires où il y a un endroit où on vous dit, voilà, l'identité du lot. Il y a quand est-ce qu'on a soumis au VERS la date de soumission. Il y a l'âge, il y a le sexe, d'où vient la personne, quel type de vaccin c'est, et ainsi de suite. Puis les symptômes, est-ce que la personne est décédée ou est-ce qu'elle a seulement eu une visite médicale ou d'autres choses, et aussi une partie où il y a une description du cas. Et il y a 30% des formulaires de ce type où l'âge manque. Par contre, VersAware a un script spécial qui relie en fait le formulaire et qui, même si l'âge n'est pas inscrit à l'endroit du formulaire où c'est censé être inscrit, dans le texte décrivant le cas, il y a très souvent une phrase qui dit un petit garçon de 2 ans est décédé après Pfizer. Et donc, de cette façon-là, il va compléter l'information manquante. Et ça, pour vous donner les chiffres généraux, l'âge manque sur 1,5 million de formulaires du VERS pour le Covid, pour les vaccins Covid. L'âge manque dans 470 000
formulaires, ce qui veut dire plus d'un quart presque 30% de tous les formulaires, l'âge n'y est pas. Par contre, quand vous utilisez le script qui va chercher l'âge quelque part ailleurs dans le formulaire, vous allez réduire le nombre d'âges inconnus de 470 000 à 130 000. Donc, vous allez réduire ça de plus de 2 tiers, de presque un quart. Et donc, ce que je me suis intéressé, c'est de voir pour quels âges cela se passait et pour quel type d'événement. Et le résultat qu'on retrouve, c'est que dans le VERS et évidemment aussi dans VersAware, le site de mon collègue, on a 7 degrés d'événements. On a les événements du moins grave au plus grave. Le moins grave, c'est simplement visite médicale. Le deuxième, c'est visite aux urgences. Le troisième, c'est hospitalisation. Vous voyez, c'est déjà plus sérieux. Après hospitalisation, il y a défaut de naissance, donc un problème de naissance. Ensuite, il y a le degré d'au-dessus, c'est handicap permanent. Et le dernier, c'est décès. Ah, et j'ai oublié, entre hospitalisation et défaut de naissance, j'ai oublié processus vital engagé. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que les corrections, l'âge qui manquait dans l'endroit du formulaire, mais qu'on retrouve ailleurs dans le formulaire, c'est d'autant plus fréquent que la personne est jeune. Donc, c'est très fréquent chez les enfants, mais c'est rare chez les gens très âgés. Et deuxièmement, ce phénomène que je viens de vous dire, il devient de plus en plus fort, surtout chez les enfants, plus l'événement est sévère. C'est relativement rare quand c'est une visite médicale, mais c'est très fréquent quand c'est un décès ou le processus vital engagé ou quelque chose comme ça. Et donc, vous avez que les choses les plus graves, c'est-à-dire se passant chez des enfants, et quand c'est très grave, que c'est un décès plutôt qu'une visite aux urgences, eh ben, c'est là que l'information manque. Et donc, puisque l'âge manque, vous ne saurez pas que le décès était pour un enfant de 5 ans. Par contre, si c'est une personne de 80 ans, la probabilité que l'âge manque est beaucoup plus faible. Quelle est la probabilité qu'il y ait un hasard dans le fait que ce soit ces cas-là qui étaient moins bien traités que les autres? Est-ce que ça peut être un hasard, une erreur, ou est-ce que forcément on peut en déduire très probablement une intentionnalité? Alors, je fais l'analyse pour une 13 catégories d'âge, et c'est très fort, très statistiquement clair cette tendance. Plus l'événement est sévère et plus souvent l'information manquée, mais a été retrouvée dans le formulaire. C'est très fort chez les 0 à 5 ans, c'est encore très fort chez les 6 à 11 ans, mais moins fort. Chez les 12-15 ans, c'est encore un peu moins fort. Et puis, au-delà de 18 ans, ça devient de plus en plus faible. C'est toujours là, la tendance est là, mais elle est plus faible. Donc si c'est toujours comme ça veut dire qu'il y a quand même soit quelque chose dans le traitement du dossier, soit une intentionnalité de cacher les cas graves pour les enfants jeunes. C'est ça ce qui semblerait qu'il y ait. Okay. Mais ça, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a créé ce phénomène statistique, mais l'intentionnalité est très plausible, tout comme d'autres phénomènes administratifs. En tout cas, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est pas un hasard, ça c'est certain. Okay. Donc, c'est quelque chose c'est la résultante de tout un phénomène, mais qui soit voulu pour des raisons criminelles ou autres, on ne sait pas. Le deuxième point qu'on retrouve, c'est que la proportion femmes-hommes parmi les gens qui ont eu des effets adverses, et donc le sexe dans beaucoup de cas va manquer. Mais pourtant, quand on va relire, on va trouver que c'était une dame. Et donc, vous allez retrouver proportionnellement la proportion de femmes suite
à la relecture automatisée de VerseAware va augmenter le pourcentage de femmes, et ce proportionnellement à la sévérité de l'événement, donc le même principe que pour les enfants, mais spécifiquement pour 3 tranches d'âge de femmes, les 18-29 ans, les 30-40 ans et les 30-39 ans et les 40-49 ans. Et donc, ce sont, et surtout évidemment, les 2 tranches d'âge les plus basses, de 18 à 40 ans. Et donc, en gros, et pour le reste des tranches d'âge, vous ne voyez pas ce phénomène. Que la proportion de femmes a augmenté proportionnellement à la gravité de l'événement. Et donc là, de nouveau, vous avez à peu près le même principe que ce qu'on a vu chez les enfants. L'information manquante du sexe est surtout associée à une tranche d'âge, et c'est celle de la période féconde des femmes. Vous ne le voyez pas avant et vous ne le voyez pas après cela. Ensuite, on est passé à un deuxième point, une deuxième variable du traitement de verse des formulaires. Donc, d'abord, je vous parlais d'informations manquantes et spécifiquement d'informations manquantes de l'âge. Maintenant, on va parler des délais de publication des rapports du verse. Donc, une personne, que ce soit la personne ou la famille de la personne décédée qui va faire la soumission du rapport, ou le médecin traitant de la personne va faire il va aller sur Internet et va remplir le fichier. Et donc, il va être reçu, il est soumis un certain jour au verse, la date est enregistrée, et après ça, il y a un processus administratif, peut-être aussi de vérification, et puis, à partir d'un certain moment, ce formulaire rempli, donc ce rapport, est publié dans Verse. Et donc, il y a un délai entre les deux. Et ce délai, de nouveau, VerseAware étudie ces délais, la fréquence des délais. La plupart des délais sont en dessous de 30 jours. Mais il reste encore une grande partie des délais qui sont au-delà de 30 jours. Et certains délais qu'on connaît dépassent 800 jours, donc sont plus de 2 ans pour les vaccins contre le Covid. Et donc, il est très possible aussi, puisqu'il y a des délais aussi longs, qu'un très grand nombre de rapports ne sont encore pas intégrés, pas publiés, parce que si vous, dans certains cas relativement rares mais existants, on a plus de 800 jours, il est possible qu'il y en a, c'est plus de 900 jours, et donc on ne les connaît encore pas. Et donc, j'ai fait des statistiques selon le sexe, l'âge et le type d'événement pour la fréquence de délai au-dessus de 30 jours. Et ce que j'ai trouvé, c'est que pour les enfants, plus un événement était grave, et plus il y avait de délais longs, jusqu'à la publication du formulaire, du rapport. Et pour les gens, les adultes, le gros de la population, c'était l'inverse. C'est-à-dire que si un formulaire disait qu'un homme de 40 ans est décédé, ce sera publié très rapidement. Par contre, s'il avait simplement fait une visite médicale, souvent, ça va prendre du temps. Chez les enfants, c'est l'inverse. Si ce n'était pas grave, il y a très peu de délais longs. Par contre, si c'est très grave, il y a pour 80% des rapports ont un délai de plus de 30 jours. Et donc là, de nouveau, on voit qu'on a à peu près le même principe que ce qu'on avait vu pour les âges manquants. Et c'est quelque chose qui va empêcher de voir une vision claire et qui surtout va cacher les effets graves chez les enfants. Et là, encore une fois, est-ce qu'il y a une possibilité de hasard ou est-ce que dans les corrélations que tu fais, il est évident qu'il y a des choses en commun et que ça ne peut pas être dû au hasard? Ces corrélations sont très claires d'un point de vue statistique, donc elles ne sont pas dues au hasard. Et quel est le processus, quel est le mécanisme administratif qui a créé ça? Est-ce que l'intention c'est de cacher? On n'en sait rien, mais c'est comme si on voulait le cacher. Et en fait, donc le fait que ces chiffres soient diffusés sur du plus long terme, quand c'est grave, alors qu'ils soient bien mis quand c'est moins grave,
est-ce que ça entraîne une dilution des signaux et donc une perte de visibilité du signal qui devrait attirer notre attention quand il y a des effets adverses? Alors, non seulement ça crée des pertes d'informations, mais ça crée de la fausse information. Et c'est ça je vais vous donner après ça un exemple, mais pas un autre cas, c'est qu'on voit que le pourcentage de délai long chez les femmes, c'est 33% de délai de plus de 30 jours, alors que chez les hommes, c'est 24%. Donc on revient sur le principe qu'il y a quelque chose qui essaie de cacher chez les femmes. Deuxièmement, par contre, là c'est contradictoire, chez les enfants, les gens de moins de 18 ans, les délais longs ne sont que 8,5% des rapports, alors que chez les adultes, c'est 31%. Donc on a toutes sortes de phénomènes complexes. On ne sait pas quelle est leur logique, c'est pour ça qu'on ne peut pas être certain qu'il y a une intentionnalité dans tout ce que je vous raconte, mais globalement, ça va faire une impression de moins d'effets graves de type décès chez les enfants que chez d'autres, et ainsi de suite. Et donc, je vais vous donner un exemple de où ces phénomènes dans le verse vont créer une information fausse. Beaucoup de gens ont entendu parler qu'on pense depuis quelques mois qu'il y a 30% des lots de vaccins qui étaient des placebos. Et que donc, et d'où ça venait cette information? Ça venait entre autres et en particulier d'une étude danoise publiée en début de 2023 qui montrait trois types de lots, certains avec beaucoup de rapports d'effets secondaires, certains avec un degré intermédiaire d'effets secondaires, et d'autres avec presque rien. Et ceux-là, ce troisième groupe, était supposé être des placebos. En fait, quand j'ai réanalysé ces lots, les lots de la publication danoise, j'ai regardé la date d'expiration des différents lots. Et ce qu'on voit, c'est que plus la date d'expiration d'un lot est récente, et donc ça veut dire qu'un lot a été utilisé récemment, et moins il y avait d'effets secondaires dans le verse. Et donc en gros, c'est simplement le nombre d'effets secondaires est proportionnel au temps depuis que le vaccin a été administré. Un lot administré il y a 2 ans a beaucoup d'effets secondaires dans le verse. Un lot administré récemment a peu d'effets secondaires dans le verse. Et une partie vient en fait de délai. Et comment on le sait? Parce que il y a 2 vendredis, j'ai regardé, et dans le verse, tous les nouveaux lots que j'ai vus, tous les nouveaux rapports qu'on a vus pour cette semaine, de mi-juillet, étaient pour ainsi dire venaient tous d'un lot. Et donc en fait, apparemment, le verse cumule les rapports pour certains lots et chaque semaine publie pour un ou l'autre lot. Et donc les lots qui semblaient être non toxiques, où on avait 0 ou presque aucun rapport négatif, c'était des lots où il n'y avait pas encore eu où l'information n'a pas encore été lâchée sur le site. Et c'est ce que j'ai vu parce que j'ai repris pour des lots pour lesquels j'avais des données plus anciennes du nombre de rapports et où j'avais vraiment pour 24 lots 0 rapport adverse, donc effet adverse. Quand j'ai refait il y a 10 jours l'analyse dans verse, j'avais en moyenne pour 10 sur ces 24 lots, j'avais 1300 effets adverses. Et donc 14 étaient encore toujours à 0, mais 10 autres n'étaient plus à 0. Il y avait eu un lâchage massif de données pour ces lots. Et donc, en fait, ce ne sont pas des lots placebo, des lots à faible toxicité, ce sont des lots pour lesquels, administrativement, on n'a pas encore lâché les informations. Et donc, c'est de là que vous voyez que ces statistiques sur les délais
de publication sont extrêmement importantes et étant donné qu'apparemment ces délais sont aussi associés au lot de production, ça peut créer des artefacts comme que le monde entier maintenant pense, ou beaucoup de gens pensent qu'il y a des lots placebo. Ben, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'il est très possible qu'il y ait des toxicités variables d'une dose à l'autre, d'un flacon à l'autre, ou peut-être même d'un lot à l'autre, mais pas de placebo. Et donc, on va passer à nos deux derniers exemples. C'est que on a parlé beaucoup de l'eau, mais en fait, dans le verse, il y a 70 000 numéros de l'eau différents, donc numéros identifiants de l'eau différents. Or, Pfizer a environ 5000 lots réels, Moderna a aussi à peu près 5000 lots réels, Janssen 1 ou 2000 lots réels. Et donc vous arrivez en fait à peu près 12 000, environ 12 000, grosso modo, 12 000 lots réels des vaccins. Pourtant, dans le verse, on a 70 000 identifiants. Eh bien, ces 70 000 identifiants, pour la plupart, ce sont des erreurs typographiques dans le numéro d'identification du lot. Et on peut comprendre que ça peut arriver, mais de là à passer de 12 000 à 5 à 6 fois plus, ça c'est énorme. Et donc, on a des exemples, certains lots où on estime qu'on a 123 variants, et un autre lot avec un numéro de lot, un identifiant réel, mais très similaire, où on a 49 variants. Et on estime, parce qu'on n'est pas sûr si certains variants qu'on pense être du lot A sont pas du lot B, puisque les identifiants des deux lots sont très similaires. Et donc cette statistique, on peut pas la faire de façon générale, on peut pas vous dire est-ce que ces problèmes, ces variants typographiques, d'erreurs typographiques, sont surtout pour des cas de décès et surtout d'enfants? On n'a pas pu vous faire l'analyse parce qu'on n'a pas une collecte généralisée de ça, parce qu'on n'arrive pas à corriger tous ces cas. Parce que certains cas sont très compliqués. Il y a beaucoup de cas où vous avez des identifiants de l'eau qui sont identiques pour, disons, le Janssen et le Moderna, ou le Moderna et le Pfizer. Et ainsi de suite. Et ensuite, il y avait encore d'autres problèmes de même type. C'est que quelqu'un remplit le formulaire et en fait, alors que c'est vaccin Pfizer, il est inscrit comme Janssen ou comme Moderna ou comme inconnu ou pour un autre vaccin contre la dengue ou contre une bactérie méningeuse qui crée des méningites. Et donc, de cette façon-là, vous avez un nombre énorme d'erreurs et de variations et qui vont diluer l'information. Et comme là, vous avez un exemple, ces exemples, les erreurs dans le nom du lot, dans l'identifiant du lot, on n'a pas encore réussi à démêler tout. On est passé de 70 000 à 24 000 numéros identifiants, mais c'est encore le double de ce que ça devrait être, qu'on estime que ça devrait être. Ensuite, vous avez encore d'autres problèmes dans le verse qui sont des problèmes de localité. Normalement, on doit inscrire l'état, l'endroit où le patient était. Et donc, si vous prenez tous les effets de vaccins anti-Covid où le patient n'est pas décédé, pour les États-Unis, 15% de tous les rapports sont sans localité, ce qui est encore beaucoup, évidemment. Par contre, si vous prenez ce pourcentage quand le patient est décédé, vous avez 32%, donc le double. Il y a 2 fois plus de chances que l'information de d'où vient la personne, la probabilité que cette information manque est le double quand la personne est décédée que quand c'est un autre événement. Évidemment, on pourrait vérifier s'il y a une gradation depuis peu sévère à très sévère et si on a 1,5 fois plus, 1,7 fois plus et ainsi de suite jusqu'à 2 fois plus pour les décès. Ça, il faudra vérifier, mais ça fait partie des phénomènes
qu'on a vu. Et donc, vous avez là une longue liste d'informations manquantes, d'informations biaisées dans le verse. Et donc, chaque paramètre qu'on vérifie dans le formulaire, il va y avoir des erreurs et il y en a beaucoup, ou des manques d'informations, puisque je vous parle, même dans le cas des gens qui ne sont pas décédés, la localité manque dans 15% des cas, c'est énorme. On dirait 5%, pas 15%. Et alors, chez les décès, 1 sur 3. C'est absolument incroyable. Et donc, la question maintenant, c'est de dire comment se fait-il qu'il y a tellement de structures dans les erreurs du verse? Parce qu'elles ne sont pas au hasard. Et donc là, on en arrive, que ce soit en fonction du type d'événement, de sa sévérité, en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Après, comme vous avez entendu, peut-être en fonction de l'identifiant, des erreurs dans l'identifiant, aussi clairement en fonction de la localité. Est-ce que tout ça, c'est intentionnel ou non? Ça a des chances, surtout qu'il y a une tendance à ce que ça aille toujours dans la même direction, mais on n'en sait rien. Mais ça, c'est le plus petit de nos problèmes, en fait, parce que à un moment ou à un autre, on arrivera à s'en débarrasser, parce qu'on peut les détecter et s'en débarrasser. Si vous prenez ce qui s'est passé au début des années 40, au mieux, il y avait 3% de la population qui était résistante. Et probablement, il y en avait moins que ça. Alors que cette fois-ci, la résistance, dans le cas, en tous les cas, des phénomènes qu'on voit pour l'instant, parce qu'on vit une forme de guerre mondiale contre les populations, comme dans les années 40, on a eu une résistance plus vers les 20%. Donc c'est bien mieux dans ce sens-là. Ensuite, en 1944, le nombre de résistants a doublé ou même triplé, et donc c'est un signe qu'on est vers la fin du problème, le fait qu'on ait beaucoup plus de résistants. Et or, ce qu'on voit là maintenant, c'est que la résistance a augmenté. On va revenir aux exemples du début, où je vous ai dit toutes sortes de choses reconnues et connues depuis toujours en médecine, qui ont été oubliées par tout le monde, ou presque tout le monde. Qu'on ne vaccine pas contre un agent, contre une bactérie ou un virus qui mute très vite. Quand tu dis oublier, en fait, c'est pas vraiment oublier, c'est-à-dire que c'est des principes qui ont été muselés, enterrés, anonymisés, parce que ça, n'importe quel scientifique, comme tu le disais au départ, au bout de 2 ans d'études, il le sait, ce sont des évidences. Mais pourtant, ils peuvent pas être oubliés. Ben, c'est comme s'ils l'ont oublié, quand on venait leur dire, ils l'ont nié, Voilà. Ça a été aussi nié. Et donc la question, qu'est-ce qui a fait? Parce que ça s'est fait de façon spontanée et volontaire, c'est une subjugation spontanée et volontaire à des forces non définies, qui ont mené par contre à une déréliction de leur devoir de médecin ou de soignant en général, et à un moment de besoin, et littéralement à une trahison du patient. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Alors on peut imaginer que c'est de l'hypnose de masse qui s'est fait grâce à une bureaucratie qui est encore pire que dans les années 30 et 40, basée sur les ordinateurs, donc une digitalisation, et que ça c'est la base, la racine du totalitarisme, c'est la bureaucratie. Il n'y a pas de totalitarisme sans bureaucratie évoluée, et qui fait que la responsabilité individuelle est diluée parce que l'individu ne voit pas le lien entre son action et les conséquences. Et maintenant, comment résoudre ça? C'est beaucoup plus difficile que de détecter un groupe mafieux qui essaye de se remplir les poches, ou pire, de faire une dépopulation, ou les deux, évidemment, parce qu'il va falloir éduquer et renforcer la conscience des individus et leur conscience de la responsabilité de ce qu'ils font, et pour qu'ils se sentent d'un côté liés en tant que partie et en tant que partie du tout.
C'est-à-dire ils doivent se sentir responsables de ce qu'ils font eux et du résultat de la chaîne des actions dont ils font partie. Et c'est seulement ça, et cette chaîne de réaction va créer la société et les mécanismes de la société, qu'ils soient médicaux ou autres. Et ça, on ne sait pas comment on va réussir à le faire. Et ce qui est sûr, c'est que la situation pour l'instant, c'est qu'il y a une déconnexion générale de la réalité et de l'environnement actuel des gens, et que ça doit, d'une manière ou d'une autre, arrêter parce que ça mène à la catastrophe. Et alors, est-ce que c'est ce dont parlait Vera Sharav dans son documentaire en 5 parties, Plus jamais ça? Ça fait partie de ça, et donc ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est dans un chapitre que j'ai préparé pour le livre édité par Vera Sharav et aussi d'autres. Et donc je contribue un chapitre et on va voir s'ils vont accepter tout ce que j'ai raconté parce que c'est long et complexe. Et je suis sur le point de soumettre le chapitre parce qu'il est à peu près fini aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci Hervé.